13 novembre 2015. Paris est ensanglanté par des attentats coordonnés, quasiment simultanés, de grande ampleur, entre 22h30 et minuit 30 du matin. Des terroristes touchent 6 points de la capitale française. 5 sont situés dans les 10e et 11e arrondissements, à l'est de Paris. La rue Bichat, la rue de la Fontaine-au-Roi, la rue de Charonne et le boulevard Voltaire, où les terroristes tirent à l'aveugle sur des passants, ou des gens attablés aux terrasses de cafés et des restaurants. Une prise d'otage a également lieu dans la salle du Bataclan, pendant un concert de métal qui réunit plus de 1500 personnes. Le 6e site visé est le Stade de France, en Seine-Saint-Denis, à quelques kilomètres de Paris, alors qu'a lieu un match de football amical France-Allemagne. Par son mode opératoire, les 8 terroristes ont pour la première fois en France commis des attentats suicides, car ils étaient munis de ceintures d'explosifs. Par sa gravité, près de 130 morts et plus de 100 blessés dans un état critique dès le lendemain. Et par les cibles choisies, des lieux de spectacle et de distraction bien connus des Parisiens et très fréquentés. Cet attentat constitue évidemment un événement majeur pour notre pays. Ces attentats ont tout d'abord lieu dans un contexte troublé, en France comme à l'international. L'année 2015 a en effet été marquée dans notre pays par une première vague d'attentats, du 7 au 9 janvier, qui avait abouti à la mort de 17 personnes soigneusement choisies. Défenseurs de la liberté d'expression avec les dessinateurs et journalistes de Charlie Hebdo, policiers, juifs dans le magasin Hypercacher. D'autres attentats avortés ont également rythmé l'année, comme par exemple dans le Thalys entre les Pays-Bas et la France le 21 août. Dans le reste du monde, de multiples attentats ont eu lieu dans les semaines qui précèdent. Par exemple, un avion de ligne russe s'est écrasé dans le Sinaï égyptien le 31 octobre, ou bien, le matin du même 13 novembre, un attentat frappe la capitale du Liban, Beyrouth, sur un modèle semblable à celui de Paris. Tous ces actes terroristes ont pour point commun leur commanditaire, celui qui les a revendiqués, une organisation islamiste terroriste appelée Organisation État islamique, ou Daesh. Sa formation, assez récente, est en fait issue d'un très long processus historique. L'islamisme d'abord est un mouvement politique radical qui vise à imposer aux musulmans une lecture spécifique et très restreinte du livre sacré de l'islam, le Coran, et des pratiques idéales qui doivent codifier la vie de tout musulman, contenues dans le Coran, la charia. Il existe plusieurs formes d'islamisme, comme le salafisme créé au IXe siècle, aujourd'hui assez présent en Afrique du Nord, ou le wahhabisme, qui date du XVIIIe siècle, et qui est aujourd'hui la doctrine officielle de l'Arabie saoudite. Mais toutes ces formes d'islamisme n'appellent pas au terrorisme. C'est à partir des années 1950 que plusieurs groupes islamistes commencent à utiliser le terrorisme comme une arme pour déstabiliser des ennemis plus puissants militairement, ce qu'on appelle la guerre asymétrique, et tenter de prendre le pouvoir, comme par exemple les talibans, qui dirigent l'Afghanistan de 1996 à 2001 et interdisent par exemple musique et danse, ou bien des croyances différentes des leurs dans leur pays. Pour justifier leurs actions, ces terroristes réactivent la notion de djihad. Au départ, dans le Coran, cette notion désigne la soumission à l'âme de Dieu pour lutter contre ses mauvais penchants. Mais à partir du 8e siècle, naît ce qu'on appelle le petit djihad pour désigner la guerre sainte contre les infidèles, l'expansion de l'islam dans le monde, une version beaucoup plus violente de cette notion. Mais c'est un nouveau type de groupe terroriste islamiste qui naît avec Al-Qaïda en 1987. Ce réseau, dirigé par Oussama Ben Laden, veut imposer sa vision radicale de la charia au niveau mondial et multiplie les actes terroristes contre tous ceux qu'il appelle les mécréants, musulmans non islamistes, juifs, occidentaux. Bien évidemment, le plus retentissant de leurs attentats vise les symboles du pouvoir américain, le 11 septembre 2001, en faisant près de 3000 morts avec le détournement de 4 avions de ligne. En réalité, si d'autres attentats comme ceux de Madrid en 2004 ou ceux de Londres en 2005 touchent le monde occidental, l'essentiel de leurs attentats cible des grandes villes du monde musulman, Casablanca au Maroc, Riyad en Arabie Saoudite, Islamabad, la capitale pakistanaise. De nombreuses villes, en Turquie, en Irak, au Liban, sont touchées par des attentats d'Al-Qaïda dans les années 2000. Ces attentats engendrent une réaction états-unienne et plus globalement occidentale de guerre contre le terrorisme, selon les mots de l'ancien président américain George Walker Bush, qui aboutit dans un premier temps à l'invasion de l'Afghanistan en 2001, pour lutter contre les talibans qui soutenaient Ben Laden, puis en 2003 en Irak. Ce deuxième conflit a eu pour conséquence de déséquilibrer totalement l'Irak, alors que la chute du dictateur qui dirigeait le pays depuis 1979, Saddam Hussein, avait un objectif opposé pour les Américains. L'échec de ces guerres au Moyen-Orient conduit le président Barack Obama, successeur de Bush à partir de 2008, à adopter une attitude plus prudente du point de vue américain, appelée Smart Power. Retrait des troupes au sol, utilisation des services secrets qui aboutit par exemple à la mort de Ben Laden le 2 mai 2011, et utilisation de drones, des avions sans pilote guidés depuis les États-Unis, qui ont tendance à tuer de nombreux civils par erreur. En 2012,
la situation s'aggrave encore au Proche et au Moyen-Orient. D'abord, ces guerres et l'utilisation intensive des drones a créé un sentiment anti-occidental très fort au Proche et au Moyen-Orient. Au même moment, la vague de protestations contre les dictatures, partie du Maghreb, qu'on appelle le printemps arabe, déstabilise encore plus l'Irak, mais aussi la Syrie, où le dictateur Bachar al-Assad doit faire face à une rébellion multiforme qui entraîne une guerre civile terrible dans le pays. C'est dans ce contexte troublé que naît Daesh, formé d'anciens d'Al-Qaïda qui veulent profiter de la mort de Ben Laden, d'anciens membres de l'armée ou des services secrets de Saddam Hussein, ou d'opposants islamistes à Bachar al-Assad. Le groupe se fédère en février 2014 autour d'un calife autoproclamé, Abu Bakr al-Baghdadi, dont le but est de créer une structure politique islamiste, le califat, à cheval entre l'Irak et la Syrie. Dans ces territoires, Daesh développe une méthode de gouvernement inspirée des régimes totalitaires. Exécution de masse des mécréants et des hérétiques, notamment les musulmans chiites, utilisation de la terreur, par exemple avec le viol de masse, la mise en esclavage ou des décapitations publiques, et un lavage de cerveau très fort pour créer des soldats prêts à commettre des attentats suicides, le tout relayé par une propagande efficace sur Internet. Les valeurs de ce groupe sont donc profondément anti-occidentales. Volonté de guerre et non de paix, refus de la démocratie, de l'égalité homme-femme, des libertés individuelles et collectives. L'émergence de ce groupe a entraîné la formation d'une coalition occidentale à laquelle se sont adjoints les Russes en 2015, qui bombardent les principaux lieux de pouvoir de Daesh en Syrie et en Irak, comme Raqqa, ou ses camps d'entraînement. La France, dont plus de 1500 citoyens ont des liens avec l'organisation terroriste, est l'un des piliers du dispositif, ce qui explique la volonté de Daesh de se venger. Mais Daesh touche aussi la France car les autres membres majeurs de la coalition, États-Unis et Grande-Bretagne surtout, sont plus difficilement atteignables. Et aussi car les divisions intérieures de la France et le fort sentiment anti-musulman d'une partie des Français qui s'est développé depuis plus de 10 ans pourraient être exacerbés par les attentats, attirant encore plus de jeunes Français vers l'organisation terroriste. Au final, les attentats ont des conséquences terribles sur la France. En plus des morts, ces attentats exacerbent les divisions déjà très fortes de la société française. De plus, ils ont eu des conséquences politiques directes. En effet, le président Hollande a annoncé le contrôle des frontières, c'est-à-dire la fin, temporaire probablement, de l'espace de libre circulation qui était présent depuis les accords de Schengen en 1986. De plus, le président Hollande a annoncé la mise en place de l'état d'urgence, une situation que la France n'avait pas connue depuis la guerre d'Algérie en 1961 et qui limite les déplacements, qui empêche les rassemblements. Nous sommes donc dans une situation d'exception. À cela s'ajoute le sort tragique de milliers de migrants qui fuient les combats en Syrie et en Irak et qui pour certains se massent à Calais, dans ce qu'on appelle la jungle de Calais, un camp temporaire où les conditions de vie sont terribles et où près de 6000 personnes attendent aujourd'hui un hypothétique départ vers la Grande-Bretagne.